Yaorana et bienvenue dans Manava. Les violences conjugales et intrafamiliales représentent tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique, économique au sein de la famille ou du foyer. Hélas, la Polynésie n'est pas épargnée, bien au contraire. Avec nous aujourd'hui pour en parler, l'adjudant-chef Sandrine Desmurger, qui est commandant de la maison de protection des familles. Bonjour. Inamai, qui est conseillère technique en charge des solidarités au ministère du Travail et des Solidarités. Yaorana. Wendy Otomimi, qui est directrice adjointe de l'APAGE et responsable du pôle Te Ramaora Aide aux victimes. Yorana. Et Lucille Hervouette, qui est sociologue à l'UPF. Bonjour. Bienvenue à toutes les quatre, mesdames. Lucille, première question pour vous. Que ressort de l'étude menée en 2021 sur les violences intrafamiliales en Polynésie ? Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Je peux Ils sont larges, donner, oui. je peux donner quelques informations. Donc déjà, par rapport à la définition même des violences, vous avez bien insisté sur le fait que c'était une diversité en fait d'actes dont on parle. Et évidemment, pas que les violences physiques, mais aussi des maltraitances psychologiques, sexuelles, comme vous l'avez mentionné. Je rajouterai également qu'il y a tous les âges de la vie qui sont concernés. Et donc, ce n'est pas uniquement des violences entre adultes et violences conjugales, mais aussi beaucoup de mineurs, des personnes âgées, des personnes en situation de dépendance. Donc, une diversité de population qui est concernée. C'est toutes les violences qu'on peut retrouver au sein d'une famille. Mm. Et elles peuvent être très diverses et trop diverses d'ailleurs. Oui. Ina, la situation en Polynésie française concernant les violences, on a des chiffres, est-ce qu'elle est en hausse ? Oui, mais depuis 2020, on constate une hausse de pratiquement 15% concernant les violences intrafamiliales, selon le dernier diagnostic territorial de sécurité. Au niveau de la direction des solidarités, de la famille, de l'égalité, on a recensé en 2022 2118 signalements et informations préoccupantes concernant des actes de violence, dont notamment 20 concernant des mineurs et 2 concernant des femmes mineures enceintes. Donc oui, c'est inquiétant. On va essayer d'expliquer un petit peu aussi, Wendy, qu'est-ce que le pôle Te Ramaora, je l'ai dit correctement, et qu'est-ce que l'APAGE ? Alors l'APAGE, c'est une association de 1901 qui regroupe en fait 2 pôles d'activité. Donc un pôle qui met en œuvre des mesures judiciaires à la demande du procureur et le pôle dont j'ai la charge, Te Ramaora, qui vient en aide à toutes les victimes d'infractions, qu'elles soient victimes d'atteintes physiques, d'atteintes aux biens. Ça peut effectivement regrouper les victimes de violences conjugales, les victimes mineures de violences sexuelles. Voilà. Donc au quotidien, on les écoute, on les informe en fait de leurs droits, des procédures. On leur propose un accompagnement juridique, psychologique et social tout au long de la procédure et au-delà aussi. Et c'est en fonction des besoins. Et on les oriente aussi vers les partenaires qui sont susceptibles de les aider. Je pense notamment au foyer d'accueil d'urgence, à la DSFE, aux associations de proximité telles que Vahine Orama, ainsi de suite. D'accord. Adjudant-chef, depuis quand la maison de protection des familles existe en Polynésie ? Quelle est son utilité et quels sont les résultats, on va dire, peuvent en être les résultats probants ? En fait, les maisons de protection des familles ont été créées suite au Grenelle des violences faites aux femmes en métropole. Elles ont succédé aux brigades de prévention de la délinquance juvénile. Ici, en Polynésie, la BPDJ, comme elle s'appelait, existait déjà. Donc, on a fermé cette unité pour créer la maison de protection des familles. Au sein de cette unité, nous sommes restés, parce que nous étions déjà 5 et les 5 gendarmes sont restés. Nous avons voulu poursuivre les missions que l'on faisait déjà au niveau de la BPDJ. Et en plus, nous avons instauré de nouvelles missions pour les adultes. Alors on parle de ça, mais concrètement, ce sont des locaux mis à disposition. Comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Alors, en le fait, fonctionnement concret, oui. tout à fait. On agit avant, au niveau préventif, auprès des jeunes et auprès des jeunes adultes. On fait de la prévention dans l'ensemble des établissements scolaires à partir du CM1. À partir du CM1, on évoque avec les enfants ce qu'est la violence, ce que sont les violences, toutes les violences, et ce qu'ils peuvent faire, surtout les droits qu'ils ont pour pouvoir s'en sortir. Ensuite, suivant l'âge, on va évoluer avec d'autres diaporamas et d'autres discussions. Jusqu'en 3e, à partir de la 3e, on va évoquer les violences au sein du jeune couple. Et avec les jeunes adultes, la même chose. Tout ça pour commencer à évoquer et faire de la prévention au niveau de la violence conjugale. Ensuite, on forme également nos camarades en gendarmerie, ceux qui accueillent directement les victimes de violences intrafamiliales. On les forme pour qu'ils puissent accueillir au mieux ces victimes
et pour qu'ils puissent au mieux poser toutes les questions. Parce que comme on dit depuis le début, la violence, ce n'est pas que la violence que la violence Il y a physique. plusieurs types de violences. Il y a plusieurs types de violences. Et à la suite de ces plaintes, on rentre en compte, et c'est là, ça fait partie de nos nouvelles missions, avec des intervenantes sociales gendarmerie qui ont été spécialement recrutées pour ça. Et nous, on va faire un suivi de ces victimes qui ont déposé plainte. D'accord. Voilà. Lucille, la violence au sein de la famille, c'est un problème assez récurrent en Polynésie. On en a les raisons principales? Il y a plusieurs facteurs de risque, évidemment. Donc déjà, il y a des facteurs de risque qui sont à l'échelle de la planète, qui sont certainement pas propres à la Polynésie, qui sont liés à la vulnérabilité de certaines personnes au sein de la société, en fonction de leur âge, de leur situation physique, de leur situation économique aussi largement. Et donc, ces personnes en situation de vulnérabilité, elles vont être plus souvent victimes de violences. Au sein de la Polynésie, il y a la question de la résidence à plusieurs petites familles au sein du même logement. Une notion de promiscuité aussi, j'imagine. Voilà, dont on parle souvent, mais qui n'est pas si évidente que ça à trancher, parce que c'est aussi un levier de solidarité. Ça permet aussi de dépister, de repérer certaines violences. Mais lorsque c'est associé à de fortes inégalités au sein du foyer, ça peut être un facteur de risque, en effet, lorsque ça met certaines personnes en situation de vulnérabilité plus forte. Il y a des personnes qui prennent le dessus sur d'autres. Voilà. Et on se retrouve dans des situations où il peut y avoir des abus psychologiques et autres. Exactement. Ina, vers qui alors on va essayer de faire le cheminement, mais vers qui les victimes peuvent se tourner? Association, je dirais pas réflexe, mais quelle doit être la démarche? Alors, les possibilités sont diverses. Au niveau des associations, on en comptabilise 4 spécifiques à la prise en charge des femmes victimes de violences. Donc, on retrouve le foyer Puoteho pour la mise en sécurité des femmes violentées avec leurs enfants. Il y a également la page représentée par Wendy aujourd'hui, qui prend en charge tout l'accompagnement en matière juridique, dépôt de plainte, toutes les procédures à mener. Et il y a également deux autres associations, donc le CIDFF, qui est basé à Pirée, qui effectue aussi cet accompagnement individualisé en matière de droit. Et la dernière structure est basée à Tayarapu, c'est Wahine Orama Taititi, qui peut accueillir jusqu'à 12 femmes pour la mise en sécurité. Là, on parlait de Tahiti, mais est-ce que des personnes peuvent compter sur ce genre d'organisation dans les îles, ou dans les îles éloignées? Alors, il est vrai qu'actuellement, au niveau des archipels, il n'y a pas les mêmes relais qu'à Tahiti. Voilà. Donc, cependant, il existe des annexes. La page, par exemple, effectue des permanences à Moorea. C'est le cas également de Wahine Orama Taititi. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher pour plus d'informations des municipalités. Tu as les numéros d'appel? Alors, l'année dernière, on a diffusé près de 10 000 dépliants recensant les numéros utiles en faveur des femmes victimes de violences. Oui. Tu peux les donner. Vas-y, si tu les as en tête. On va les trouver et je les donnerai en fin d'émission. Wendy, est-ce que les personnes qui ont été les victimes viennent facilement vers vous pour les démarches, et elles ont suffisamment de connaissances? Est-ce que tu peux on va dire mettre ça plus en avant et leur expliquer que c'est vous qui allez leur expliquer tout ça justement? Après, les victimes, souvent, elles viennent nous voir parce qu'un proche a eu affaire à nous, en fait. Le bouche à oreille marche bien. Si ce n'est pas le cas, ce sont nos partenaires, en fait, que ce soit la gendarmerie, la DSFE, l'unité médico-judiciaire ou les autres associations, nous saisissent par mail, en fait. Parce que certaines personnes n'ont pas les moyens, même pas les moyens de nous appeler. Et ce sont les partenaires qui nous demandent d'intervenir avec l'accord évidemment de la victime. Et nous, on fait la démarche en fait d'aller vers elle. Donc c'est plus simple finalement pour la victime. Adjudant-chef, vous nous expliquiez tout à l'heure que vous étiez 5 gendarmes à être restés pour continuer la mission. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie implication aussi. Et il y a une formation particulière aussi pour pouvoir avancer sur les différents dossiers? On a en effet des formations particulières au niveau des violences intrafamiliales. C'est comme ça après qu'on peut aller aider nos camarades et mieux les orienter pour savoir comment ils doivent faire. Oui, en effet.
Elle prend du temps, cette formation. Elle est donnée en Polynésie. Nous, Elle est basée sur quoi? On a été formés via intranet, en fait. Ils nous ont fait via des supports intranet. Lucille, la pression familiale ou l'entourage, est-ce qu'elle fait plutôt taire les problèmes ou est-ce que les personnes réussissent quand même à s'ouvrir? Il y a une sorte de chape de plomb, on va dire. Alors parfois, la belle famille est elle-même autrice de violence. On a vu ça, voilà, les beaux-parents qui peuvent accroître les violences. On a vu il n'y a pas très longtemps, on en a entendu parler via les médias il n'y a pas très longtemps en plus. Ouais. Et sinon, concernant le dévoilement, enfin la révélation des violences subies, il y a de tout. Si on prend le cas des violences sexuelles sur mineurs, il y a des violences qui sont révélées grâce aux proches, mais au contraire, il y a des proches qui participent à maintenir le silence, donc c'est variable. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la sensibilisation des personnes est importante pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'une violence déjà, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, et qui connaissent aussi l'existence de relais et la possibilité de parler à différents professionnels. On a un problème quand même très clairement en termes de communication parce qu'on a tendance à trop garder les choses. Ina, qu'est-ce que tu en penses en Polynésie? Il faut qu'on réussisse à casser un petit peu ça et que la parole se libère. Oui, donc dans cette dynamique-là, on a institué plusieurs campagnes de communication spécifiques à la prise en charge de la violence intrafamiliale, mais également connexes aux droits des enfants, puisque une campagne va avec l'autre, on va dire, même si ce ne sont pas les mêmes sujets, mais ça se rejoint, pour que les personnes soient bien au fait à la fois de ce qui peut être tolérable, acceptable ou pas du tout, et amener l'ensemble des citoyens à parler, puisque le silence peut tuer. Voilà. C'est très important de le rappeler et il faut absolument communiquer. Une des choses qui peuvent peut-être freiner la prise de parole, c'est se dire il va y avoir des coups, et je parle hélas des coups, je ne fais pas de mauvais jeu de mots, mais des coups financiers. Et est-ce qu'il y a des prises en charge qui sont faites? Est-ce que très clairement vous pouvez aider financièrement les personnes qui se tourneraient vers vous, que ce soit Ina ou Wendy? Oui, les dispositifs actuels permettent le bénéfice de certaines aides pour justement protéger au maximum les personnes victimes de violences, aussi bien les femmes que les enfants, et notamment les amener vers une autonomie économique pour pouvoir reprendre un nouveau projet de vie. Est-ce qu'il y a cette dépendance-là qui est très compliquée aussi et qui impose cette forme de silence et de résilience? Il y a, comme le disait très bien l'adjudant-chef tout à l'heure, il y a plusieurs formes de violence. Celle la plus visible, malheureusement, c'est celle qui, j'ai envie de dire, fait le plus mal et celle qui est la plus connue en matière de maltraitance physique. Mais il y a aussi cette maltraitance psychologique, économique, administrative à prendre en compte qui empêche les personnes de se réinsérer comme elles le souhaiteraient. Ouais, comme Lucie l'expliquait tout à l'heure, on peut se retrouver au sein d'une belle famille et être totalement dépendant de cette belle famille et donc on accepte beaucoup de choses ou beaucoup trop de choses. Exactement ça. Oui, c'est ça. Adjudant-chef, au sein du foyer, quels sont les profils des agresseurs? Mais oui, ce sont des agresseurs. Et quels sont les facteurs aggravants? Qu'est-ce qui emmène ces personnes-là à passer le cap et à devenir brutal, agressif, violent et ainsi de suite? En fait, un profil type, c'est délicat d'en donner un, c'est même difficile. En fait, dans un couple, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se disputer. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on tente d'expliquer aux jeunes afin qu'ils comprennent, c'est qu'on est égaux. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on est égaux. Il n'y en a aucun des deux qui a plus de pouvoir que l'autre, même s'il n'y en a qu'un des deux qui travaille. En aucun cas, il faut que, parce que monsieur ou parce que c'est madame qui travaille, c'est lui qui a le dessus et c'est lui le chef. C'est la plupart du temps là que la violence se déclenche. C'est lors d'une dispute, quand il y en a un des deux qui décide et qui se dit c'est moi le chef, c'est moi qui décide, c'est là que la violence la plupart du temps arrive. Après, des facteurs aggravants, il y a de tout. Il peut y avoir l'alcool, il peut y avoir des produits stupéfiants, tout peut être un facteur aggravant, il y a tout un tas de choses. Mais dans un couple, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de chef. Donc il faut rétablir. Il faut rétablir le fait qu'on est égaux. Très clairement, ce que j'ai en regardant les stats, c'est plus de 80% de femmes. C'est ça, 80-85% de femmes agressées. Donc il y a un vrai problème avec les hommes. Il faut expliquer les choses, faut dire les choses. Ça, c'est au niveau international. Oui, mais c'est clairement cette situation-là qu'il faut réussir à rétablir.
Ina, quelles sont les démarches à suivre pour la prise en charge hors du foyer et pour être protégé? Par rapport à la mise en sécurité, Oui. mais les personnes peuvent se diriger vers les circonscriptions d'action sociale de la DSFE, donc, qui en comptabilisent plusieurs sur l'ensemble du territoire, pour rencontrer un travailleur social et faire en sorte de pouvoir être soutenu dans sa démarche. Et, donc j'ai vu qu'en Polynésie, il y avait beaucoup d'associations qui proposaient d'aide. Ça veut dire que le problème a été identifié et bien a été révélé au grand jour. Est-ce que ces associations-là sont efficaces? Est-ce qu'on réussit à faire avancer les choses? Ah oui, oui, il y a une grande évolution au niveau de l'hébergement, puisqu'il y a de plus en plus de structures qui ont étayé leur offre d'accueil, et ça continue d'ailleurs, avec le soutien du pays notamment. Au niveau de l'approche de réalisation concrète aussi, l'approche collective qui tient compte à la fois des victimes mais aussi des auteurs, il y a un grand bond, puisque, à ma connaissance, il y a plusieurs modules maintenant spécialisés qui se mettent en place au sein des établissements pénitentiaires. Wendy, je vais essayer de parler plus précisément des violences faites aux enfants. Plus facile pour eux de communiquer, plus difficile pour eux de communiquer et d'exprimer les choses. Est-ce que, par exemple, à l'école, les professeurs peuvent intervenir ou signaler et ainsi de suite? Et si les enfants sont en âge de communiquer, comment est-ce qu'ils peuvent faire? En fait, toute personne doivent signaler les maltraitances envers un enfant, que ce soit effectivement les proches, le voisin, le professeur, le CPE, un personnel de santé doit le faire en fait. Donc dès lors qu'on voit que l'enfant a une marque sur lui ou qu'il a changé de comportement, oui, c'est souvent, c'est souvent le cas en fait. Oui, c'est le cas et on voit l'enfant se refermer ou alors devenir très violent. Très violent. Oui, changer de comportement. En fait, il y a plusieurs signes qu'on peut remarquer. C'est pas qu'un signe qui va faire que Quand l'enfant... citer plusieurs, donc Il y a plusieurs signes. Comme je disais, justement, le fait qu'il change de comportement, il ne vient plus à l'école, il se met à consommer de l'alcool, à fumer du paca. Voilà. Ça, on va dire, c'est pour les collégiens ou les 10-12 ans et ainsi de suite. Oui, voilà, exactement. Mais c'est à ce moment-là, on se dit, oui, il y a un souci. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Et parce que l'enfant connaît la personne et parfois, quand la MPS se déplace auprès de l'établissement scolaire, les enfants se rendent compte effectivement qu'ils ont été victimes d'une agression. En fait. Ils n'ont pas le recul nécessaire, parce que dans l'affect, notamment de victimes de violences sexuelles. Parce que parfois, ils ont des âges, ils sont trop petits pour comprendre effectivement que c'est un acte sexuel, et notamment si l'agresseur, c'est un membre de la famille qui est censé le protéger en fait. Et parfois, c'est des interventions de prévention qui permettent d'identifier en fait, que la victime se dise « Ah oui, finalement, c'était pas un acte normal en fait ». Alors si, on dirait un professeur, un éducateur dans une association sportive se rend compte qu'il y a un changement de comportement, il doit se tourner vers qui? Est-ce qu'il se tourne vers vous, adjudant-chef? Est-ce qu'il se tourne vers une association? En fait, qu'est-ce qu'il y aurait de plus... En fait, il doit déjà recevoir le gamin et lui poser des questions. Essayer de poser des petites questions comme ça. Pour essayer de jauger, de voir si c'est... Exactement. Si c'est le cas... Si c'est récurrent. Effectivement. Si c'est le cas, il peut faire une information préoccupante, qu'il n'y a pas de traces, mais qu'il y a quand même un risque pour l'enfant. Il peut, le personnel de santé ou éducatif, il peut faire une information préoccupante qui transmet ensuite à la DSFE. La DSFE va faire une évaluation sur la situation de l'enfant. Par contre, s'il remarque en fait des traces de violences physiques ou que l'enfant dénonce effectivement des violences sexuelles, à ce moment-là, il doit signaler au procureur et à la DSFE. Donc le procureur va diligenter une enquête. Wendy, ça je comprends, ça c'est la notion, on va dire, c'est la théorie. Et la démarche. Non, c'est très simple. C'est une feuille. C'est là où je voulais en venir. C'est très simple. Oui, c'est une feuille qui existe. Qui est mutualisée. Qui est mutualisée. Voilà. Je voulais qu'on l'explique très bien, merci. Voilà. Parce que pour moi, on était plus sur la théorie, il faut que la notion pratique soit mise en avant. Non, il y a un formulaire qui est mutualisé, validé. Exactement, il y a même une notice avec. Donc, ça permet effectivement aux professionnels qui n'ont pas l'habitude de le faire, d'être guidés en fait dans les faits qu'il doit noter dans le signalement.
C'est bien, alors vous avez été très réactive. Mais n'oubliez pas qu'on s'adresse à des personnes qui, comme moi, peut-être n'ont pas cette connaissance-là et donc on doit leur expliquer. C'est vrai. Mais Lucille, merci d'avoir été de mon côté. Hein. C'est gentil. Non, je n'ai pas dit ça. Mais justement, ce formulaire, il est aussi accessible à tout citoyen via le site de la DSFE. C'est ça. Donc, en allant simplement sur le site de la DSFE, il y a une petite case à cliquer, signalement, et tout citoyen a accès à ce formulaire pour tout enfant en danger. Soit parce qu'on suppose, on a des éléments, comme le disait Wendy, une alerte donc à la DSFE. Une simple enquête sociale, la DSFE va vérifier, ça n'engage en rien. C'est pas parce qu'il y a une enquête sociale tout de suite qu'on va se dire on va retirer les enfants. Voilà, il faut pas tout de suite penser à ça. C'est vrai, on voit assistante sociale, moi je vois beaucoup de familles, on reçoit beaucoup de familles, assistante sociale, intervenant, oh là là mon Dieu, on va me retirer mes enfants. Non. On va t'aider, on va voir comment ça se passe et voir s'il y a un souci. Très important de le dire. C'est important de le dire et tout citoyen peut faire ça. Il y a également des numéros de téléphone qu'on donne aux enfants, le 119. 119, c'est un numéro totalement gratuit. Totalement gratuit. Vini, Vodafone ont signé le contrat avec le 119. Ça n'apparaît pas sur les factures détaillées. C'est gratuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Un enfant ou un adulte peut appeler pour parler de violence sur les enfants. Ça, c'est très bien fait. Adjudant-chef, en faisant un petit peu les recherches, pouvez nous expliquer ce qu'est la salle Mélanie et son utilité ? Alors la salle Mélanie, elle existe depuis des années. C'est une salle qui a été créée spécialement pour les auditions de mineurs victimes d'agressions sexuelles et de viols. Voilà, en fait, il faut recevoir cet enfant qui a été victime de tels faits, il faut le recevoir dans les meilleures conditions. Les locaux des gendarmeries ne sont pas spécialement adaptés à ça, donc c'est une salle spécifique où nous, de notre côté, on a mis un canapé, une petite maison, voilà, on a donné des couleurs qui restent neutres afin d'accueillir au mieux l'enfant pour pouvoir libérer le plus facilement possible sa parole. Et l'enfant, vous allez le recevoir seul ? L'enfant sera reçu seul. La famille accompagne, bien entendu. On présente tout à la famille. On discute, on prend le temps de discuter, de mettre en confiance, comme on appelle. On présente la caméra, parce que bien entendu, tout ce qui va se passer dans cette salle va être enregistré et filmé. Donc, mais la famille attend à l'extérieur. On préfère que la famille reste à l'extérieur, non pas pour les embêter, mais parce que pour un enfant, c'est beaucoup plus difficile de dire ce qu'il a vécu face à quelqu'un qui est touché. Qui est touché au plus profond de lui-même, c'est trop délicat. Donc c'est pour ça qu'on demande à la famille de rester à l'extérieur. Wendy ou adjudant-chef, quels sont les risques pénaux encourus par les agresseurs ? Parce qu'il faut en parler aussi, parce que ça peut pas... Ça dépend de c'est pas anodin. Lever la main sur quelqu'un, c'est pas anodin. Et puis aller beaucoup plus loin sur ce que vous étiez en train de dire, c'est pas anodin non plus. Alors quels sont les risques ? Alors les risques, de toute manière, tout ce qui touche aux violences conjugales et violences intrafamiliales, et notamment sur les mineurs, sur l'enfant, en fait, les descendants, est considéré comme un délit. Donc on encourt une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. Et par contre, ça c'est dans le cadre d'agression sexuelle, dans le cas de violence volontaire, c'est l'infraction qui est retenue. Et lorsqu'il y a un viol, là, on bascule dans les crimes, en fait. Et là, c'est la réclusion criminelle. Et je ne vais pas compliquer la chose, mais on prend en compte aussi les circonstances aggravantes qui aggravent la peine. Donc, quand il s'agit d'un délit, on va dire le minimum étant 3 ans, et en fonction du nombre de circonstances aggravantes, la peine est plus importante, en fait. Je voulais qu'on le rappelle, parce que peut-être qu'il y en a 2-3 qui pensent que c'est pas si grave que ça, mais qu'il y a de vraies peines au bout et que ça peut changer la vie et de la victime et de l'agresseur. Donc je voulais qu'on le remette aussi bien en perspective. On parle de faits plus concrets, mais quand il s'agit de violences psychologiques ou ce genre de choses, comment est-ce qu'on peut réussir à le prouver et comment ensuite comment les démarches vont être faites ? Alors nous, on a des questions par rapport à ça lors de l'audition de la victime, mais il y a également l'importance d'aller voir un docteur. D'accord. Parce que le médecin, ils sont habilités, ce sont des médecins, quoi. Voilà, ils savent, c'est leur métier de déceler ce genre de choses. Donc le certificat médical va avoir son importance aussi. Attention, je ne dis pas qu'on est obligé d'aller en gendarmerie avec le certificat médical. Par contre, le gendarme réclamera ce certificat à un moment donné. C'est une pièce de plus, c'est une preuve. Il a son importance pour la qualification également de l'infraction. Donc important aussi. Donc ce certificat médical a une importance, oui. Lucille, les jeunes couples, on en parlait tout à l'heure en termes de prévention.
Mais est-ce que la violence est aussi présente chez les jeunes couples et est-ce que la parole se libère plus facilement? Je dirais via les réseaux, via plein de choses, puisque maintenant ils communiquent beaucoup plus. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de choses? Alors, ce qu'on a vu, c'est que la première mise en couple était un moment particulièrement à risque, d'où aussi les missions de prévention au sein des établissements scolaires, où il y a toutes ces questions de construction du genre, du rôle dans le couple, qui sont en jeu. Donc oui, c'est un moment particulièrement à risque. Et également la première grossesse, et notamment les grossesses précoces, qui renforcent en fait la vulnérabilité des personnes, le cas échéant. Adjudant-chef, donc les MPF existent ou sont prévus dans les îles aussi, dans les différents archipels? Non, il y en aura une, mais nous, on se déplace dans les archipels. Vous vous déplacez Oui, aussi? On se déplace dans les archipels. Tahiti-Moréa, c'est systématique, on y va souvent. Et les archipels, par contre, on a un gendarme, même si on n'y est pas tout le temps, parce que voilà, les déplacements, on ne peut pas les faire non plus tous les jours. Mais dans notre suivi, on a un gendarme de la MPF qui fait un suivi de toutes les victimes qui demeurent dans les archipels. On suit ces victimes aussi. Ces victimes, on les appelle, on les contacte pour voir comment elles vont, pour voir l'évolution de leur situation, pour voir si elles ont toujours besoin d'aide et les réorienter si besoin auprès d'une association. Ça aussi, ça fait partie de notre travail. D'accord. Mesdames, merci à vous quatre de nous avoir éclairé sur ces problèmes qui sont plus que sérieux, qui sont très très compliqués à suivre. Je vais rappeler le numéro, donc le 119, qui permet d'être appelé de n'importe quel téléphone et en discret, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas. Voilà, oui. Et le 17 aussi. Tout à fait. Donc voilà, ce qui est les gendarmeries. Donc bonne fin de journée sur TNTV et à demain.